Hello les amis, nous sommes avec Serge Ramelli aujourd'hui et je suis vraiment super contente de faire cette interview avec lui parce qu'il a plus de 1 million de followers sur tous les réseaux confondus et puis il va nous expliquer aujourd'hui son parcours, comment il est devenu photographe, comment il a pu passer tous ces échelons-là parce que nous aussi, petits photographes, on a envie tous de faire comme Serge. Alors vas-y, raconte-nous comment tu as fait. Déjà, Amélie, merci de m'interviewer. C'est toujours sympathique. C'est sympa de pouvoir raconter. Et si ça peut inspirer quelqu'un ou aider quelqu'un, c'est vraiment avec plaisir. Alors, comment j'ai commencé? Alors, j'ai 52 ans, bientôt 53. Et en fait, quand j'étais enfant, je voulais être comédien. J'ai toujours voulu être comédien. J'étais un grand fan de Jean-Paul Belmondo. Je suis le plus grand fan de Jean-Paul Belmondo. Bonsoir, bonjour. Et j'ai vraiment vécu les années 80 avec lui et je voulais vraiment être comédien quand j'étais enfant. Et puis bon, la vie a fait que je croyais pas du tout en moi quand j'avais 20 ans. Je me trouvais pas assez beau, pas assez ci, pas assez ça, enfin peu importe. Et du coup, je suis parti dans une voie plus technique. J'étais d'abord codeur et ensuite j'ai travaillé Mon frère a monté une société dans les années 90 qui existe toujours. Elle a 25 ans, sa société, où c'est une agence web en fait où il fait des sites internet et de la technologie pour des hôtels dans le monde entier maintenant. Et à l'époque, il travaillait sur Paris. Et j'étais son directeur commercial pendant des années. J'ai fait ça presque pendant 10 ans. J'ai fait plein de petits boulots. Puis après, j'ai commencé à bosser pour lui vers l'âge de 26, 27 ans. Et j'ai travaillé pour lui jusqu'à l'âge de 40 ans. Ouais, donc ça fait... j'ai démissionné, j'avais pile poil 40 ans pour Donc j'ai travaillé pendant 13 ans avec lui. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est là où j'ai eu un premier... Si tu veux, j'ai toujours eu un grand regret dans ma vie, c'est que comme je voulais être comédien ou réalisateur, je voulais faire quelque chose d'artistique dans ma vie, en fait. Quand j'avais 17 ans, quand je voyais Belmondo, puis d'autres films comme La Guerre des Étoiles, Retour vers le futur, je sais pas, j'avais envie d'être dans ce milieu-là, j'avais envie d'être devant la caméra, j'avais envie de faire quelque chose d'artistique. Et voilà, je croyais pas en moi, donc je suis parti directeur commercial. Et ça m'a bien plu au début. Mais très vite, j'ai commencé un peu déprimé en me disant, putain, je vais arriver à 70 ans et j'aurais rien fait d'artistique. J'aurais gagné ma vie, mais c'est tout. De 9h à 18h et avoir un boulot un peu comme tout le monde. Et ça me déprimait énormément. Mais vraiment, ça m'a déprimé très fort. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler pour mon frère, les hôtels, on faisait des sites internet pour les hôtels et ils nous réclamaient des photos. Ils voulaient des photos de Paris parce que c'est l'hôtel du Louvre, ils veulent les photos du Louvre. Et donc, du coup, on a dû embaucher des photographes pour photographier Paris et les chambres pour les brochures. Et donc, c'est là où j'ai eu un premier contact avec la photo, parce qu'on avait vraiment un gros besoin de photographes. Donc, on a embauché 3 photographes, dont un qui est bossé pour Vogue Magazine, qui avait fait des très belles photos de mode, etc. Et donc, ça m'a un peu réintéressé à l'art, parce que j'avais toujours ce petit but en moi de faire quelque chose d'artistique. Et en fait, à l'âge de 35 ans, à l'âge de 35 ans, donc il y a un certain temps maintenant, parce que 53, donc ça fait il y a 18 ans, je suis parti en Guadeloupe avec une bande d'amis, on a fait des vacances ensemble, j'avais un petit appareil Sony et j'ai fait des photos et là je suis tombé. En fait, j'ai un pote à moi qui m'a montré Photoshop et qui m'a montré comment on pouvait enlever les touristes et changer le ciel et faire un truc super sympa. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'avec un appareil photo et avec un logiciel de retouche, on peut faire n'importe quoi. C'est un petit peu la conclusion que j'en ai eue. Et, euh, et je suis tombé mais passionné. C'est-à-dire que j'avais à l'époque, enfin toujours, j'avais 4 adolescents à l'époque. Et donc de 9h à 18h, j'étais directeur commercial. Mais dès que j'avais fini de bosser, j'ai acheté un appareil Canon et j'ai acheté plein de livres sur la photo et j'ai commencé à faire de la photo de Paris. Puisque en fait, je m'occupais, tu vois, du 6e arrondissement, du 5e, du 7e. Donc j'étais tout le temps dans les beaux quartiers. Donc après le boulot, c'était simple pour moi de rester un petit peu et de prendre des photos de Paris. J'ai commencé comme ça à faire une collection de photos de Paris. Et c'était juste pour le plaisir au début. Puis j'ai commencé à voyager, aller à Venise, etc. Enfin, c'est devenu même une motivation pour les vacances. C'est-à-dire que vacances égale prendre des photos, etc. Et donc, j'ai vraiment fait ça pour le plaisir pendant 3, 4 ans. Et ça me passionnait tellement. Je dis, mais je dois trouver une solution pour pouvoir changer de vie et faire que ça. Le problème, c'est que j'ai 40 ans, j'ai 4 adolescents et j'ai littéralement besoin de 7 à 8 000 euros par mois pour juste survivre. Parce qu'on avait acheté une grande maison à Neuilly-Plaisance qui nous coûtait 3 000 euros par mois. On avait 2 voitures. Voilà, quatre adolescents, ça mange. Et juste voilà, la vie fait avec les impôts, l'URSSAF, etc. Il me fallait quand même une certaine quantité d'argent par mois, ce que je faisais sans problème en tant que directeur commercial. Mais je voulais vraiment vivre en tant que photographe. Et vraiment, ça me déchirait. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça. Je prenais la tête à ma femme. Je ne lui parlais que de ça pendant 1 an. C'est une longue histoire, mais
c'était vraiment un problème parce que le problème, c'est que quand on a 20 ans et qu'on n'a pas d'enfant et qu'on n'a pas d'obligation de devenir photographe et qu'on a besoin de 500 euros par mois pour vivre, c'est beaucoup plus facile. Là, non, c'était pas le cas. Là, j'étais endetté jusque très profond avec pour la maison, les voitures, les machins, les trucs et c'était très difficile de faire le pas. Et en fait, il s'est passé une série de miracles, mais un truc de fou. Mais alors, je pense que j'étais dans une position le plus difficile au monde de pouvoir changer de carrière à cause de mes engagements financiers, qui fait que j'avais pas le choix, qu'il fallait que je gagne genre 10 000 euros par mois en tant que photographe pour juste payer les factures, quoi. Et comment on fait? Bon, donc, il s'est passé plusieurs choses. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ah, on adore tes photos, comment tu fais, c'est quoi tes techniques? Les tutos, ça n'existait pas. On est en 2009, ça n'existait pas. Et en fait, en 2010, il y a une société qui s'est créée qui s'appelle tuto.com, qui existe toujours, qui est assez connue. Et un jour, je cherchais moi-même à apprendre un truc de 3D, je tombe sur le site et il y avait marqué vendez vos tutos. Et j'ai commencé à faire des tutos pour tuto.com et c'est parti comme un truc de fou. Je suis devenu le deuxième, en fait même le premier vendeur du site, la première en 2011, celui qui vendait le plus de tutos et c'est devenu à peu près 1000 ou 2000 euros par mois de revenus. Et donc déjà, c'était un premier truc. Mais c'était pas assez pour pouvoir démissionner de mon job, quoi. Donc le week-end, la semaine et le week-end, je faisais ça, je faisais des tutos, c'était un peu d'argent tout ça. Et en fait, c'est un truc de fou, mais j'étais tellement décidé à le faire que j'avais convaincu ma femme de vendre notre maison. En fait, donc là, il faut revenir un peu en arrière, c'est en 2008. En 2008, je décide de vendre ma maison pour pouvoir avoir assez d'argent pour me lancer en tant que photographe. Et en fait, on avait une très belle maison, on avait fait une belle affaire, on avait fait des travaux, donc on avait pas mal d'argent à récupérer dessus. En plus, en France, il n'y a pas d'impôt quand on vend sa maison. Et je l'ai mis en vente, c'est pas une blague, en septembre 2008, le 8 septembre 2008, c'est-à-dire un jour avant le plus gros crash immobilier depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les subprimes aux États-Unis. Je sais pas si tu te rappelles, 2008, ouais, tout s'est écroulé et c'est une maison de folie qui ne partait pas. Et alors là, je me suis senti vraiment coincé et là, je suis rentré dans une grosse déprime qui a duré à peu près 1 an et demi parce que j'avais vraiment pas de solution. Et un jour, je discutais avec ma femme et avec un ami et j'ai décidé, je dis, OK, il faut que je trouve une solution. Il faut que je puisse changer de vie. Je vais arriver à 60 ans, j'aurais rien fait, etc. Et j'ai une idée. Et j'ai une idée qui est la suivante, qui est que j'ai maintenant, ça fait 5 ans que je fais de la photo. J'ai une collection de photos de Paris de folie. Et alors pour l'anecdote, si j'avais vendu ma maison à l'époque, j'aurais récupéré à peu près 200 000 euros, ce qui pour moi, c'était assez pour pouvoir me lancer en tant que photographe. Et j'ai une idée de fou et je me dis, mais attends, mais je connais plein d'hôtels à Paris, j'ai plein de belles photos et si je vendais un hôtel des photos à peu près à 1000 euros, donc 1000 euros le tirage, je travaillais avec Jean-Baptiste Rousset qui s'appelle White Wall maintenant, enfin non, ou Big Wall, je crois qu'il a une agence sur Paris. Il faisait mes tirages et un grand tirage, ça me coûtait à peu près 200 euros. Et je me dis, si je le vends à 1000 euros, je peux faire 800 euros de bénéfice. Et comme je connaissais tous les hôtels de Paris, dont certains avec qui j'étais très ami, j'ai été voir un monsieur, je rends hommage à ce monsieur qui s'appelle Michel Sahuc, qui avait 2 hôtels dans le 5e arrondissement, l'hôtel Abbatiel et l'hôtel Agora, qui étaient en travaux. Et je vais voir Michel et je lui dis, Michel, tu sais, j'ai toujours rêvé d'être photographe, etc. Regarde, j'ai une collection de fous de photos de Paris. Il faisait des millions d'euros de travaux. Je lui dis, écoute, si on faisait un énorme tirage unique pour chaque chambre. Et ça, c'est un truc qui marche super bien pour les hôteliers parce que c'est ça qu'ils vendent, les hoteliers. Ils vendent le rêve de Paris. Souvent, les hôtels ont des photos un peu pas top. Et là, d'avoir vraiment une œuvre d'art par chambre, je lui dis, ça coûtera 1000 euros par chambre, donc 44 000 euros pour l'hôtel abbatial. Et tu vois, ça va dans ton crédit et tout ça. Et puis, ça peut donner vraiment un cachet unique. Lui, il cherchait justement à donner un cachet unique à son hôtel. Il me dit, c'est pas bête et tout. Il me rappelle 2 jours après et il me dit, bah, tu sais, Serge, j'ai 2 hôtels. J'ai pas un hôtel. On va pas faire un hôtel, on fait les 2. Il me dit, je vais t'acheter 88 000 euros de photos. Pas mal. Pas mal. Et là, ma première vente, c'est 88 000 euros de photos. Je suis comme un dingue. Et là, du coup, partant de ça, je vais voir 5 autres potes hôteliers et je fais 220 000 euros de vente en 4 jours. Yes. Ouais. Énorme. Et là, du coup, au lieu de vendre ma maison, bah, je fais l'équivalent en vente photo. Et du coup, je vais voir mon frère. Je lui dis, cher Vincent, il s'appelle Vincent, je démissionne. J'ai trouvé quelqu'un pour m'embrasser. Et en 3 semaines, je suis parti. Et j'ai passé des mois à imprimer les photos parce qu'on voulait faire une impression top. Et du coup, j'avais quand même beaucoup de photos, plus de 220 photos à livrer. Donc, on a passé des mois à faire ça. Mais bon, j'avais de l'argent. Et
Et je me suis lancé dans la photo d'intérieur. Et au début, pour gagner, donc j'avais ce petit pactole et je me suis lancé sur la photo d'intérieur. Et alors pour la photo d'intérieur, ça c'est une anecdote de fou, je le dis, c'est que j'ai une technique de retouche qui est un peu spéciale, comme dirait un ami hôtelier à moi que je nomme, qui s'appelle Philippe Vors. Philippe Vors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des plus grands hôteliers de Paris. Il est propriétaire de 11 4 étoiles à Paris ou un truc comme ça. Enfin, il a un groupe qui s'appelle le groupe Elegantia qui gère 20 hôtels sur Paris. C'est des hôtels comme le Five, le Six, enfin bon, c'est des très très beaux hôtels parisiens, c'est des petits hôtels boutiques. Alors je sais plus où il en est parce que je l'ai pas vu depuis plusieurs années puisqu'il en a vendu pas mal, etc. Mais un jour dans le 5e arrondissement, et c'est une histoire de fou, comme quoi, c'est à partir de maintenant, si il m'arrive miracle sur miracle. Alors j'ai une théorie moi qui est que quand tu t'engages à faire ce que tu veux vraiment faire dans la vie, ben d'un seul coup l'univers s'aligne. Donc quand même le coup de Michel Sahuc où il me dit ça m'est jamais arrivé. Hein. Moi, j'étais vendeur toute ma vie. Qu'un gars me dise non, mais je vais pas t'en prendre 44 000, je vais t'en prendre 88 000. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, c'est cette fois-là, quoi. Et ça n'a, les coups de chance après coups de chance n'ont pas arrêté. Coup de chance numéro 2, ça c'est un truc de fou. Donc Philippe Vors ouvre un hôtel à Paris qui s'appelle The One. Le One, c'était une ancienne boulangerie qu'il a converti en une chambre d'hôtel. C'est un hôtel qui a une seule chambre, qui s'appelle The One, ça existe, c'est dans le 5e arrondissement, avec un lit. Ils ont pris une grande Sandrine Alouf, qui est une grande designeriste, qui a fait sur le thème du nuage, en fait, et qui a fait un lit en suspension. C'est-à-dire que le lit est fixé dans le mur et on a l'impression qu'il flotte. Et c'est un concept très design et tout. Et je fais la photo. En fait, Philippe, c'est comme ça que je me lance dans la photo intérieure. Il me dit, j'adore ce que tu fais sur Paris. J'ai appris que tu as vendu plein de photos des hôteliers. Est-ce que tu peux me faire une photo un peu féerique de cette chambre d'hôtel? Je fais la photo et il adore la photo. Il me dit, écoute, j'adore ce que tu fais. Je veux que tu me photographies tout le groupe Elegantia. 24 hôtels. Ouais. Donc là, du coup, j'ai du boulot, etc. Sauf que le groupe Elegantia et Philippe Vors, c'est un petit peu, si tu veux, c'est les grandes stars de l'hôtellerie parisienne. Et là, j'ai 200 hôtels qui m'appellent sur 2 ans pour que je fasse des photos d'hôtels. Je passe pas un coup de téléphone. J'ai 200 hôtels qui m'appellent. On a appris que vous avez fait le Five, on a appris que vous avez fait le Six, etc. Et je n'ai jamais passé un coup de téléphone pour trouver un client dans l'hôtellerie. Alors, je suis désolé parce que je vais raconter une autre anecdote un peu plus pratique. Mais pourquoi ça a marché? Parce que Philippe me disait toujours un truc. Il me dit, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de l'émotion dans tes photos, ce que d'autres photographes n'ont pas. Et ce qu'il voulait dire par émotion, c'est que j'ai une technique dans Lightroom où en fait je fais ce qu'on appelle du dodge and burn, où je fais avec le cercle radial, je fais des sortes de faux rayons lumineux comme ça qui rentrent dans la chambre. Et c'est un peu ma marque de fabrique. Et les hôteliers adoraient ça. Et ils étaient prêts à payer, mais ce que je voulais pour avoir ce style-là. Merci Lightroom. Et donc là, j'ai fait 200 hôtels sur 2 ans. Mais le problème, c'est que j'avais une autre activité où je me suis associé avec des amis, où on a essayé de produire un film et ça n'a pas du tout marché et ça me prenait beaucoup de temps. Et quand on produit un film, on gagne pas d'argent. Donc, en fait, j'étais très mi-temps sur la photo d'intérieur. Donc, j'avais un petit peu d'argent des tutos, j'avais un petit peu ça, j'avais le petit pactole de côté. Mais le problème, c'est qu'on a eu des gros problèmes avec la maison. On a eu un éboulement de terrain et on a dû faire des travaux de folie et j'ai quasiment brûlé tout ce que j'avais de côté. En fait, je crois, j'ai mal géré mon argent, on a trop dépensé, on a trop voyagé. Bref, mon pactole de côté a fondu comme neige au soleil en 2-3 ans. J'avais presque plus rien et la photo d'intérieur, en fait, ne survenait pas. J'avais pas assez d'argent pour vivre. En fait, il me manquait 3-4 000 euros par mois. J'avais pas le faire. Et puis surtout parce que je passais beaucoup de temps à essayer de produire ce film, dont je devais jouer dedans d'ailleurs. C'était tout un sorte de rêve que j'avais avec des amis. Et en fait, ce rêve a complètement merdé. Bon, pour des raisons, le film s'est pas du tout fait. J'ai un peu perdu 3 ans de ma vie avec ce projet-là. Et j'arrive à un stade où j'ai plus d'argent à nouveau. Il n'y a pas moyen de le reprendre ce film? C'est complètement mort. Ouais, c'est mort. Okay. C'est mort. Après, j'ai fait d'autres films après. Hein, je parlerai. Qu'on trouve. Ouais, j'ai fait un film pour Amazon et j'ai une série télé dont j'ai fait le pilote que je vais sortir bientôt. Donc ça, je parlerai. Ça, c'était des années plus tard. Plein de surprises, mon cher Serge, à chaque fois. Voilà. Mais vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Et si tu veux, ce qui est marrant, et à nouveau, je pense vraiment. Pourquoi ça s'est produit? C'est parce que j'ai pris la décision. Quand on prend la décision et qu'on se dit quoi qu'il arrive, je vais y arriver, on trouve des solutions. Parce que la solution de vendre des photos d'hôtel m'est apparue que quand j'ai pris la décision. C'est pas j'ai eu l'idée donc j'ai décidé. Non, j'ai décidé et la solution est apparue. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. C'est intéressant ce que tu dis, vraiment. Ouais. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est une fois qu'on est ultra ancré et qu'on a la vision, l'idée arrive. C'est ça? Exactement. En fait, l'idée c'est que tant que tu es sur un peut-être, j'y vais pas, il y a de l'inaction.
et ça rend dingue. Les peut-être, ça rend dingue. Tu vois, est-ce que je sors avec ce mec ou je sors pas avec ce mec? Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? Mais quand t'as pris une décision, là, l'action peut arriver et d'un seul coup, la confusion disparaît. Et donc, j'ai pris cette décision et boum, ça a été magique. Et là, il m'arrivait un miracle encore plus fort que les 200 000 euros, mais beaucoup plus fort que les premiers 200 000 euros, mais un truc de fou. J'ose même pas en parler parce que les gens ne croient pas à l'histoire, mais je la raconte quand même. Vas-y, j'ai très envie de savoir. Non, mais bon, c'est juste pour inspirer les gens sur le fait que quand on croit dans son étoile, il faut y aller. Mais donc là, on est en 2012, j'ai plus un rond, toutes mes réserves ont disparu. Il me manque 3-4 000 euros par mois, à un tel point que j'arrive même plus à payer mon crédit maison. Je suis vraiment au bord de retourner voir mon frère en pleurant, ce qui aurait été la pire chose au monde pour moi, parce que j'adore mon frère, mais par fierté, je voulais pas retourner, je voulais faire ma carrière d'artiste et de retourner et de lui dire, bah voilà, je suis obligé merci de me reprendre comme il avait pris un autre directeur commercial, donc j'aurais recommencé comme commercial. Enfin bon, bref. Et en fait, un pote à moi me parle de Yellow Corner. Je connaissais Yellow Corner, j'avais envoyé plein de mails à Yellow Corner et il me répondait pas. Et j'ai fait une astuce à la con. Et c'est pas mais ça marche, ça a vraiment marché. Alexandre de Metz, qui est le patron de Yellow Corner, si tu m'entends, avec qui je suis devenu très ami. En fait, ce que je fais, c'est que donc je trouve l'email du patron de Yellow Corner. Et à l'époque, mes tutos explosaient sur YouTube. Ma chaîne YouTube, j'étais 100 000 followers et je m'aperçois que Yellow Corner, ils ont que 5 000 followers sur YouTube et moi, j'en ai 100 000. Donc, j'ai écrit au patron de Yellow Corner. Et c'était ta J'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai oublié de préciser, j'avais commencé ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. Tu as commencé ta chaîne YouTube détail, en français. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué comme histoire, mais truc de fou. Je voulais faire ce film et je voulais jouer un des rôles importants dans le film. Donc, c'est le film que j'étais en train de produire. Et il s'est passé 2 grosses catastrophes dans ma vie, comme quoi il se passe pas que des bonnes choses. Première chose, donc ma maison a fait s'écrouler, donc m'a coûté une fortune en réparation. Et deuxièmement, le film sur lequel je travaillais, où je devais jouer un des rôles, pour des raisons aussi personnelles de désaccord avec mes associés, ne s'est pas fait. Et j'ai eu un très gros désaccord avec mes associés et je comptais vraiment sur eux, sur le fait de pouvoir jouer parce que à la base, je voulais vraiment jouer au cinéma. Et j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire. Elle est vraiment triste, l'histoire. Mais bon, bref, je me suis fait un peu bananer sur un truc en échange d'argent. Je pensais pouvoir jouer et ça s'est pas fait, etc. Du coup, je me rappelle, et c'est là où je décide de faire ma chaîne YouTube en me disant, bon, bah, je peux pas jouer au cinéma, mais au moins je peux faire YouTube et je vais essayer d'enseigner la photo à la Belmondo. C'était un peu mon idée. Je voulais faire un truc un peu drôle sur le thème. En fait, je voulais faire même un truc de comédie au début. Je suis comédie, je suis pas sûr d'y arriver, mais la photo, au moins, je suis assez bon. Je veux penser un peu. Donc, j'ai commencé une chaîne en anglais because I speak good English, avec un petit accent français. Et je vais faire une chaîne un peu drôle et la chaîne a explosé, mais d'entrée de jeu. Parce que là, on est en 2012. Il y a personne qui fait des tutos sur Lightroom. Je suis quasiment le seul dans le monde et j'explose, mais totalement, quoi. Et là, ça pète de tout. Et j'ai la presse qui m'appelle. Enfin, c'était un truc de fou. Ma chaîne YouTube m'a apporté énormément. Et entre autres, en 3-4 mois, je passe de 0 à 100 000 abonnés sur YouTube. Et je m'aperçois, en fait, j'ai un pote qui m'appelle et il me dit, ouais, tu devrais relancer Yellow Corner. Franchement, j'ai vu comment t'exploses sur les réseaux sociaux avec tes photos, même ta chaîne YouTube, ça cartonne et tout. Et je regarde sur YouTube et je m'aperçois que Yellow Corner, ils ont que 5 000 abonnés. Moi, j'en ai 100 000. Donc, j'écris au patron de Yellow Corner. Je dis, voilà, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. Je vous ai 5 000. Je pourrais peut-être vous aider. On peut peut-être se rencontrer, etc. Et littéralement, je suis au téléphone avec mon pote et je prends le dernier email parce que j'avais eu un échange avec le patron il y a 2 ans. Je reprends, c'est sur un email, tu peux reprendre une vieille conversation et je dis juste une seule phrase. Je dis, voilà, je viens de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. Je vois que vous êtes que à 5 000. Peut-être qu'on peut faire une collaboration. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'appuie sur Enter sur mon truc. Le téléphone sonne, c'est un numéro de Paris. Et mon pote me dit, je lui dis, mais attends, ça se trouve, c'est Yellow Corner. Il me dit, vas-y, décroche. Donc je décroche et c'est Alexandre de Metz, le patron de Yellow Corner. Et il me dit très froidement, il me dit, venez nous voir, j'ai trouvé votre mail intriguant, etc. Je vais voir le patron de Yellow Corner, donc Alexandre de Metz, qui me reçoit très froidement et il me dit, écoutez, Alexandre de Metz, donc il me dit, oui, on va voir, on va te prendre 3 photos, on va voir ce que ça donne. Je dis, bon, d'accord. Et il me prend 3 photos et je sais que 3 photos, parce que j'avais un pote qui travaillait à Yellow Corner qui avait 3 photos et il gagnait rien avec. C'était 50 balles tous les 2 mois. Enfin, c'était pas de quoi vivre, quoi. Bon. Mais Alexandre me rappelle une semaine après, il me dit, quand même, j'ai regardé ce que tu fais, c'est pas mal. On voudrait se lancer dans la création de livres et on a toujours rêvé de faire un livre sur Paris et on pense que tu es la personne parfaite pour faire un livre sur Paris. Est-ce que tu serais d'accord? On voudrait faire une coédition Flammarion, Yellow Corner, Serge Ramelli, Paris. Je dis, bah, ouais. Je raccroche, je danse.
tellement que je suis content. Petite Et bande de là, je suis super content. Il me dit, écoute, je vais en parler au patron de Flammarion. J'ai fait HEC avec le directeur commercial, on est très potes. Je vais lui en parler et je te rappelle. Littéralement comme ça que ça s'est passé. Il me rappelle et il me dit, j'ai parlé avec le directeur commercial de Flammarion. Ils adorent ce que tu fais. Ils veulent signer tout de suite un contrat. Ils veulent faire un livre Flammarion, Yellow Corner. Boum. On fait un livre. Serge Ramelli, pareil. Je dis super, génial et tout ça. Et on est jeudi. Et j'ai rendez-vous avec Flammarion le mardi. On est juste un petit. Non, on est mercredi, j'ai rendez-vous le mardi avec Flammarion. Et le jeudi matin, je reçois un email d'un gars qui s'appelle Hendrik Tenhaus et qui me dit oui, voilà, je suis un éditeur allemand sur Google Images, je suis tombé sur votre travail sur Paris et je voudrais faire un livre sur Paris. Je dis bah c'est marrant parce que je signe mardi avec Flammarion pour faire un livre sur Paris. Il me dit mais Flammarion c'est des petits joueurs. Moi j'ai des bureaux dans le monde entier. On est une maison Flammarion, c'est national, c'est français. Nous on est une maison américaine. Enfin on est partout. On a des bureaux à New York, à Los Angeles, etc. On est beaucoup plus fort. On a un réseau de distribution beaucoup plus fort que Flammarion. Vous devriez signer avec nous. Je dis oui mais enfin c'est pas moi qui signe parce que c'est Yellow Corner, ils sont très proches de Flammarion. Il me dit, c'est quoi Yellow Corner? Ils connaissaient pas Yellow Corner. Donc, j'explique que Yellow Corner, ils avaient quand même 80 galeries à l'époque. Et en fait, tout ça avec un seul échange d'emails dans la journée. On échange 25 mails dans la journée. Je te la fais bref. À la fin, il me dit, je prends l'avion demain matin. Je veux que tu m'organises un rendez-vous avec le patron de Yellow Corner. Je vais le convaincre de faire ses livres, non pas avec Flammarion, mais avec nous. Comme ça, il aura une meilleure distribution. Moi, j'appelle Alexandre, que je venais juste de connaître. Je dis, oui, bonjour, il y a un gars d'Allemagne, il veut te voir. Enfin, je lui explique le truc. Alexandre trouve ça très drôle. Et littéralement, le lendemain ou le surlendemain, peut-être c'était un mercredi, c'est le vendredi, je me retrouve dans une brasserie juste à côté de Pompidou, parce que là où il y a le siège de Yellow Corner, où je rencontre pour la première fois Paul-Antoine de Bréa, qui est le deuxième associé de Yellow Corner, et ces trois gars qui arrivent de Berlin, donc Hendrik Tenhaus et ses deux associés qui arrivent, et donc le repas le plus insolite de l'histoire, où les mecs discutent de mes photos, me disent oui, mais on veut faire plusieurs livres avec Serge, il est en train d'exploser sur YouTube, etc. Enfin bon, bref. Et là, Hendrik me regarde et me dit, mais on va pas faire un livre, on va faire au moins une série de livres, on fait au moins Paris-New York, tu peux faire New York, Serge. Et je lui dis, ouais, pas de problème. Dans ma vie, à l'époque, j'avais été 3 heures à New York entre 2 avions et j'avais une photo de Central Park qui était pourrie. Et je lui dis, pas de problème, on signe un contrat sur New York. Et là, champagne et tout, on se met d'accord, Paris-New York, impeccable. Les gars de retournent à Berlin. Et là, j'ai les deux patrons qui se retournent. Ils me disent, mais qui es-tu, Serge Ramelli, pour que les gars viennent d'Allemagne pour signer le contrat et annulent le truc avec Flammarion? On va te prendre comme photographe principal chez Yellow Corner, on va te prendre 40 photos. Et je me retrouve à un contrat de fou où je fais 150 000 € la première année et ça n'a pas arrêté depuis, où j'ai fait 7 livres avec Tenhaus et je suis un des vendeurs principaux de Yellow Corner sur toutes les villes du monde. Et j'ai plus de 60 photos maintenant chez Yellow Corner. Et en fait, du coup, j'ai pas appelé mon frère, j'ai pas repris le job de 9h à 17h. Et ça, ce contrat a complètement sauvé ma vie et a fait que je peux vivre. Et après ça, mes tutos ont explosé. Après, maintenant, j'ai 12 personnes qui travaillent pour moi. Et je suis devenu un des leaders dans l'éducation sur Lightroom et Photoshop dans le monde. Et on fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, juste avec des tutoriels, etc. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est une entreprise. Hein, on a j'ai des coachs et différentes choses. C'est tout un truc qu'on a monté aux États-Unis. Je travaille avec Scott Kelby qui habite juste à côté de chez moi. Je suis à 10 minutes chez lui, qui est l'auteur numéro 1 sur la photo dans le monde. On est devenu très potes, etc. Donc voilà, c'est devenu une très grosse boîte. Je travaille pour beaucoup de grosses boîtes. On fait beaucoup de formations. Et je fais beaucoup de photos parce que je fais beaucoup de workshops, je fais beaucoup de voyages. Je voyage à peu près 4 mois par an. Donc, c'est parti un peu comme ça. Voilà. Et ce qui a été fou, si tu veux, pourquoi je dis que c'est un miracle, c'est que, tu sais, imagine, tu essaies de vendre une maison pendant 2 ans, elle part pas, la maison, elle part pas. Tu trouves un acheteur et tu vas chez le notaire et à ce moment-là, il y a un autre acheteur, il va absolument acheter la même maison et ils se battent pour voilà. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi et du coup, ça fait que si j'avais pas eu cette bataille, j'aurais pas eu les 2 livres, j'aurais pas eu les 40 photos, le contrat aurait pas été du tout pareil, quoi. Et là, pour le coup, j'aurais dû trouver une autre solution pour rester dans le monde de la photo. Donc voilà comment j'ai commencé à gagner ma vie en tant que photographe. Et puis surtout, finalement, heureusement que tu n'as pas fait ton film, puisque c'est comme ça que tu as eu l'idée de trouver une solution et que toutes ces opportunités sont arrivées. Donc finalement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une sorte d'échec, c'est pour qu'il y ait derrière une meilleure opportunité. En tout cas, c'est le cas pour toi. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, en plus, par la suite, du coup, je me suis mis à gagner tellement d'argent avec Yellow Corner que les impôts en France sont infernales. Parce que je connaissais pas, moi, de bien gagner sa vie en France. Mais quand on gagne très bien sa vie en France, le système français est fait que
je me suis retrouvé en 2013 à payer 80% d'URSSAF et d'impôts. Il me restait 20%. Et mon meilleur ami à l'époque habitait Los Angeles, où la fiscalité est beaucoup plus clémente. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je te monte une société, on met tous tes royalties, parce que j'avais des royalties qui arrivaient de partout. Et du coup, j'ai déménagé tout de suite à Hollywood. Et je me suis retrouvé à faire un film qui s'appelle Les Hollywoodant, qui est un jeu de mots avec Hollywood, Hollywoodant, que tu trouves sur Amazon Prime, qui est une comédie complètement farfelue sur Hollywood, mais qui est assez drôle. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, une bonne critique. Donc ça, c'est une autre histoire. Ça s'est fait à peu près 2 ans après que j'ai aménagé là-bas. Là, je travaille sur une sorte de série télé. Mais ma passion, c'est YouTube. Là, en ce moment, je fais 2 vidéos par semaine sur YouTube. Là, je vais faire toute une série pour YouTube qui s'appelle Les 8 merveilles du monde, où avec une équipe de photographes, on va faire des photos. Je vais faire toute une série pour Yellow Corner, des livres sur les 8 merveilles du monde, ce qu'on appelle les merveilles du monde modernes. Et on va faire ça toute cette année. Enfin voilà, j'ai plein de projets comme ça sur le thème de la photo que j'aime beaucoup. Et alors, dis-nous le titre de ton film, ce qu'on peut trouver sur Amazon. Alors, Amazon ça s'appelle Prime, c'est Hollywoodant. ça Hollywoodant. C'est ça. Et puis le deuxième. Hollywoodants. Hollywoodant. Bon, c'est plus facile parce que les Français ont du mal. En fait, c'est un jeu de mots. C'est en anglais would you ou would you not do something? C'est-à-dire, est-ce que tu veux pas faire quelque chose? Donc, le réalisateur, il a créé Hollywoodant. Et en fait, c'est une histoire de fou. C'est une histoire qui est un peu basée sur ma vie. Tu connais les alcoolites anonymes? Oui. C'est bonjour, je m'appelle Pierre, ça fait 8 ans que je bois, etc. Voilà. Là, l'idée, si tu veux, c'est que les Hollywoodans, c'est une association à but non lucratif pour les gens qui sont obsédés de faire du cinéma, pour qu'ils laissent tomber leurs rêves. Donc, tu vas voir cette association, si tu veux, bonjour, je m'appelle Serge, j'ai toujours voulu être acteur. Bonjour, Serge. J'adore. Et l'idée, c'est que tu trouves un job normal et que tu arrêtes de rêver. C'est complètement un truc oppressant. Ah ouais, et en fait, c'est une histoire super farfelue. Je tombe amoureux d'une actrice extrêmement jolie, mais qui en a marre parce qu'elle n'arrive pas à percer à Hollywood, donc elle veut tout arrêter. Et moi, je suis comme un fou, je veux faire des films, et je me retrouve dans cette association qu'avec des gens où il y a cette nana qui est complètement débile, qui essaye de convaincre tout le monde de laisser tomber leurs rêves. Et moi, je retourne la place et je tiens le rôle principal et je fais en sorte qu'on fasse un film, en fait. Et donc, c'est une comédie sur le cinéma. Énorme. Mais qui est très feel good, uplifting, un peu farfelu, un peu trop farfelu à mon goût. C'est pas moi qui l'ai réalisé, je joue le rôle principal. Mais bon, les gens aiment bien. J'ai souvent des acteurs qui m'écrivent et qui me disent « Oh, j'ai bien aimé, c'était inspirant ». Enfin, des acteurs débutants qui trouvent ça inspirant. Et alors, on trouve sur Amazon Prime français ou alors c'est que aux États-Unis? Alors ça, ouais, je crois que tu le trouves même sous-titré en français. Attends, je peux regarder. Je n'ai pas regardé depuis un petit bout de temps, je te vois. Et puis le titre de ton deuxième film? Alors, le titre de mon deuxième film, c'est une série télé qui s'appelle Time Quest et qui... Attends, je regarde si Hollywood DNTS. Est-ce qu'on trouve le film? Non, tu ne trouves pas. Non, c'est que sur Amazon américain, malheureusement. Je crois qu'il est sur iTunes français, par contre. Ah, cool. OK. Ouais, je crois qu'il est sur le iTunes français. Tiens, si je peux partager mon écran en 2 secondes, comme ça, je te montre. Alors, ça, vous voyez à quoi, si vous voulez voir un... Ah oui, il faut que tu m'autorises à partager l'écran. Bon. Donc, j'ai juste été sur Amazon. Tu vois, attends, sur Chrome, voilà. Et j'ai tapé Serge Ramelli. Tu vois, j'ai juste tapé Serge Ramelli sur Amazon. Et donc là, tu as tous mes livres. Mais en bas, tu verras, tu as The Hollywoodants. OK, yes. The Hollywoodants. Voilà, 1h49. Donc là, voilà, ça c'est moi et l'actrice. Et voilà, The Hollywoodants. Okay, et ça existe sur iTunes France. Je suis quasiment sûr qu'on trouve sur iTunes France. OK. Voilà. 13+, mon fils, il ne pourra pas le voir. Mais OK. Ouais, il y a beaucoup de gros mots. Je préviens, il y a beaucoup de gros mots dans le film. Pas de moi. Mais il y a un mélange de genres dans le film que j'aime pas trop. Mais bon, c'est que ça se regarde. Quand même, franchement, ça se regarde. C'est ambitieux. C'est ambitieux parce que ça se passe à Hollywood et on n'avait pas d'argent pour le faire. Et bon, ça reste quand même le meilleur souvenir que j'ai pu avoir. Alors, l'autre projet, ça s'appelle Time Quest. C'est un truc de science-fiction de fou que j'ai produit avec des amis. Et pour l'instant, en fait, je suis en démarchage avec des streamers pour pouvoir produire. Et j'ai juste une bande-annonce qu'on peut voir sur timequestmovie.com. timequestmovie.com. OK. Et voilà. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup mieux produit. Il y a beaucoup plus d'argent. C'est une série de science-fiction. Et voilà, c'est sur... dans la bande-annonce, on voit comment des anciennes civilisations ont construit les pyramides. Donc, c'est le point de départ de
de la série télé. Donc, beaucoup d'effets Et là, spéciaux. tu as travaillé sur le script dans celui-ci? Ouais, en fait, j'avais une idée de base et j'ai embauché un scénariste, comme on dit, professionnel, avec qui j'ai fait, on a écrit un roman à la base ensemble. Donc en fait, à la base, il était supposé être nègre, mais il était tellement bon il est devenu co-auteur. Et on a fait le roman ensemble. On est en train de finir le roman. En fait, on attend de finir le roman pour présenter le projet à Amazon, Netflix et autres, des chaînes aussi du câble américain. Voilà, c'est un vieux rêve. C'est une histoire que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Et on essaye de faire ça. Mais ce qui est dingue chez toi, c'est que, en gros, tu as une idée et ça se fait. Et tu le fais. Et tu donnes pas le choix, en fait, que ça se fasse. Et finalement, heureusement que tu as eu des moments dans ta vie où tu as eu des moments de down ou même plus d'argent parce que t'as pas eu le choix, en fait, de trouver les solutions pour que ça se passe. Ouais, Et... c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que une anecdote que je voulais te raconter, parce que c'est vrai que les gens vont se dire, bah oui, ok, c'est bien, il a eu de la chance, il a pris la décision, il a eu de la chance, mais comment ça peut s'appliquer à moi? Je vais vous raconter une autre anecdote, parce que qui est un peu plus concrète sur comment on peut gagner sa vie en tant que photographe tout de suite. Une anecdote qui est assez drôle. J'avais un de mes élèves, enfin pas un de mes élèves, mais quand j'ai commencé à faire de la photo, il y a un gars qui faisait de la photo argentique, qui connaissait rien au numérique. Je lui ai appris la photo numérique. Il a commencé à faire des photos d'hôtel à l'époque où j'étais encore directeur commercial. C'est un peu moi qui l'ai fait rentrer dans la boîte de mon frère. Et il faisait des photos d'hôtel. Et puis un jour, il me dit, tiens, est-ce que tu pourrais te porter caution? Je prends un nouvel appart à Paris, tout ça. Et les gens lui demandaient une caution. Donc je me porte caution pour lui. Et puis il travaille plus trop pour nous, etc. 3 mois plus tard, je reçois une lettre accusation du propriétaire qui dit qu'il paye pas son loyer et que je dois payer pour lui, quoi. Donc je l'appelle. Et je lui dis, putain, David, ça t'appelle David, tu fais chier, j'ai pas envie de payer ton loyer, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah ouais, mais attends, mais la photo, c'est super dur, j'arrive pas à trouver de clients. Et le mec est très bon photographe, il sait vraiment bien photographier des hôtels et tout ça. Et je lui dis, ok, on va faire un jeu, David. Tu vas appeler 50 hôtels parisiens et tu vas juste leur dire, voilà, je lui fais un petit speech que je connais les hôtels, je sais ce qu'ils veulent entendre, parce que les photos sont hyper importantes pour 2 types de secteurs, les hôteliers et les agences immobilières. Tout leur business dépend de la qualité des photos. Donc, je lui dis, tu vas appeler 50 hôtels en 2 jours et tu vas leur dire, voilà, je suis photographe, voici mon site internet, parce qu'il a déjà un beau site avec quelques belles photos et voilà ce que je propose, etc. Est-ce que vous avez besoin de photos? Est-ce qu'ils ont toujours besoin de photos? Et je lui dis, je te promets, si tu passes 50 coups de téléphone, tu vas trouver au moins 2-3 clients. Il me dit, ah non, mais moi, je suis pas bien au téléphone et tout. Je vais mettre les plus belles photos sur mon iPad et je vais marcher dans la rue. Je lui dis, bah, ok, vas-y, bah, fais la rue des écoles, va dans le 5e, 6e, va dans les beaux hôtels, prends des hôtels, genre, prends pas les 2 étoiles, ils ont pas d'argent, prends les 3 ou 4 étoiles, 30, 40 chambres, pas les trucs trop gros parce que là, il faut parler à des directeurs. Enfin, tu vois, il y a une chaîne de commande qui est un peu trop dure à atteindre. Le mieux, c'est le 3 étoiles, 30, 40 chambres. Il me rappelle du jour après, il me dit, putain, mais c'est la folie, j'ai eu 5 contrats. Histoire vraie, je lui ai reparlé 3 ans après. Il m'a dit, écoute, ce jour-là, j'ai eu tellement de boulot et après, j'étais tellement recommandé dans d'autres hôtels que j'ai presque pas fait de prospection depuis ça faisait 3 ans. Et il a eu du boulot par-dessus la tête et du coup, j'ai pas payé son loyer. Et en fait, moi, je dis toujours à un photographe, avant de laisser tomber ton rêve d'être photographe, appelle 100 clients. Tu veux faire des portraits, appelle 100 personnes qui ont un portrait. Tu veux faire de la photo immobilière, parle avec 100 agences avant de laisser tomber. Parce que souvent, le photographe, moi, je déteste passer des appels. Je déteste faire ça. Et à l'époque où je vendais des sites internet, j'avais une technique parce que, en plus, je suis assez bon à le faire quand je le fais, mais je déteste ça. On se fait envoyer chier en permanence. Oui, non, on n'a pas besoin. Non, monsieur, on a besoin de rien. Au revoir. Enfin bon, genre de truc. Et donc, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille blanche et je faisais un trait à chaque fois que j'appelais un hôtel. À l'époque, c'était pas pour vendre des photos, mais c'était au début pour vendre juste le site internet. Mais je me faisais envoyer chier, mais de folie. Et ce que je faisais, et donc je racontais ça à David, c'est que je n'arrêtais pas tant que j'avais pas 50 bâtons. Donc je faisais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça m'obligeait à faire les 50 coups de téléphone. Mais alors, le jeu, c'était, même si je me faisais envoyer chier, ça faisait un bâton. Même si ça répondait pas, ça faisait un bâton. Le jeu, c'était 50 bâtons. Écoute, à chaque fois que je faisais ça, alors, je parlais que à 13 décisionnaires, parce que dans les hôtels, c'est les directeurs ou les directeurs commerciaux. Donc, sur 50 appels, je parlais qu'avec 13 décisionnaires. Sur 13 décisionnaires, il y en avait 9 qui me disaient non, monsieur, nous n'avons pas, merci, au revoir, bonne journée. Et j'en avais 2 qui me donnaient un rendez-vous et sur les 2, j'avais un contrat et je vendais un site internet. Donc, 50 appels étaient égal une vente.
Et sur une vente, je gagnais 500 ou 1000 euros de commission en tant que commercial, tu vois. Et donc, c'était très mécanique et ça marchait à chaque fois. Et c'est la même chose pour les photographes. J'ai coaché beaucoup de photographes. La mécanique marche pareil. C'est une histoire de volume. Le problème, c'est que les photographes sont souvent artistes. Ils aiment pas passer des coups de téléphone. C'est Ils ça. aiment pas démarcher. Et souvent, autre anecdote, et après j'arrête les anecdotes, un autre photographe, alors ce coup-ci, c'est une histoire encore plus dingue, à Los Angeles, le gars, il a un Canon 6D Mark II et il rêve de faire la photo à l'intérieur et c'est même pas, il est très timide. Il a rien quand je dis qu'il a rien. Il a jamais fait une photo et à Los Angeles, c'est pas comme à Paris. À Paris, on a beaucoup d'hôtels qui sont indépendants, c'est-à-dire que ça appartient à une personne. Aux États-Unis, c'est que les chaînes. C'est que des chaînes. Et si tu veux vendre une photo d'hôtel, il faut parler avec le directeur qui est à Phoenix, qui gère 4000 hôtels. Et c'est 2 ans d'attente. Enfin bon, voilà, c'est pas du tout la même ambiance aux États-Unis. Par contre, les agents immobiliers restent des agents immobiliers. Et il y a un truc qu'il y a à Los Angeles, qu'il y a partout aux États-Unis. Je crois qu'en France, ça commence à exister. Ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Je sais pas si vous avez fait ça en France. Tu vends une maison et généralement, c'est le week-end. Tu as une journée porte ouverte. Les gens viennent visiter la maison. Aux États-Unis, c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a un site internet, tu tapes journée porte ouverte demain, tu as 200 maisons que tu peux aller voir dans tout le comté de Los Angeles. Et il me dit, en fait, c'est lui qui me raconte l'anecdote, il me dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que des maisons à 2 millions de dollars et au-dessus, donc que des belles maisons. Et il a fait des journées portes ouvertes. Et comme il n'est pas une seule photo, il a discuté avec les agents. Il dit voilà, je me lance dans la photo de belle maison. Est-ce que je peux gratuitement faire des photos de la maison? Donc c'est quand même une maison de ouf à 2 millions en plus. C'était il y a 8 ans. Donc à 2 millions, tu as quand même une très belle maison à Los Angeles. Il faisait des photos. Il a fait ça sur les 3 premières. Et il avait des photos de fou de maison à 2 millions. Ensuite, il a pris son iPad, il a pris ces photos-là. Et il a été retourné sur des journées portes ouvertes. Il dit voilà, je suis photographe d'intérieur, etc. Est-ce que vous seriez intéressé? Et les mecs ont adoré ces photos parce qu'il avait fait mes tutos. C'est moi qui l'avais formé sur Lightroom. Et il faisait la même technique de Dodge De and Burn lumière. que je faisais. Voilà, de lumière, les faux rayons lumineux. Mais ça cartonne ça dans la. Oh, c'est mon plus grand secret. Et, je crois que j'ai fait plus d'1 million d'euros avec ce cercle. Je dois de l'argent à Adobe. C'est pas possible. Bref. Donc, il faisait la même astuce. Les gens adoraient ces photos. Et aujourd'hui, il travaille pour 20 agences très haut de gamme. Il fait entre 30 et 40 000 euros par mois. Et là, il m'a annoncé il y a 2 jours qu'il vient de décrocher un contrat avec Disney. Il a gagné 120 000 euros en 2 jours. Et il fait que tu sais, des trucs super haut de gamme à Disneyland et tout ça, quoi. Et parce maintenant, il a des gens qui travaillent pour lui. Donc, tu vois, il avait genre 400 chambres à faire pour Disney, etc. Et le mec, il gagne 1,5 million par an. Il a commencé comme ça. Et les 2 premières années, il a tout fait avec un 6D Mark II. Et après, il est passé au 5D Mark IV et maintenant, il y a aussi le Fuji GFX 100, mais qu'il n'utilise pas. Il me dit, je fais principalement avec le 5D Mark IV et le 16-35, tu vois, de base. Donc, si tu veux, le message que je veux faire passer, c'est que le plus difficile, une fois que tu es fier de tes photos, une fois que sinon, suis ma chaîne YouTube en français et je t'apprendrai à faire la belle photo. Mais une fois que tu as une belle photo, que tu es content de toi en tant que photographe, faut parler à 100 personnes avant de le laisser tomber. Mais si tu es vraiment décidé, si tu peux parler à 100 personnes, que ce soit des agences immobilières, des restaurateurs, des gens qui veulent faire des portraits, n'importe quoi, des écoles de danse. J'ai une amie, elle fait que des écoles de danse. Elle a 10 écoles de danse, elle fait un pognon, mais de folie, où elle prend des petites filles en photo, où elle vend. J'ai un autre ami, il fait des salles de karaté. Et je vais dire, la photo, le truc, c'est les 100 premières. Tu prends ta niche et parle à 100 personnes avant de décider que tu n'es pas fait pour cette voie. Exactement. Et puis surtout, dire que ne pas s'adresser à tout le monde et faire tout et n'importe quoi, mais vraiment faire sur un domaine bien précis. Là, tu parles des écoles de danse, des hôtels, etc. Et de vraiment s'adresser à une cible particulière. On est d'accord? Voilà. Et alors, Exactement. qu'est-ce que tu veux dire aussi à tous les photographes qui disent « Mais moi, je suis photographe, j'ai pas envie de me transformer en quelqu'un, en un influenceur. Moi, à la base, je suis photographe. » Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes-là? Alors, t'as pas besoin de te mettre en tant qu'influenceur. Par contre, il faut que tu parles avec beaucoup de gens. C'est ça. Autre anecdote que je peux raconter là-dessus. J'ai un ami à moi qui est assez connu qui s'appelle Joel Grimes. Je sais pas si tu connais, c'est un photographe de mode. J'adore ce qu'il fait. Et il y a 10 ans, j'ai assisté à une conférence qu'il a fait. Il a raconté une anecdote que je trouvais absolument dingue. Et je suis sûr j'ai un ami qui a fait ça à Paris. Ça a cartonné. Il a trouvé l'annuaire. Tu sais, par exemple, McDonald's, s'ils veulent avoir une photo d'un Big Mac, ils vont pas appeler de photographe. Ils ont une agence de com qui ont plein de photographes. D'accord? Et donc, en fait, ce que lui faisait, je trouvais absolument génial, et je l'ai fait, moi, d'une autre manière, c'est qu'il prenait l'annuaire des agences de com et en fait, tous les lundis,
pendant 4 donc si tu veux, là c'était à Los Angeles, quoi, qu'il y en avait une centaine. Il y avait une centaine d'agences, donc c'est des agences de pub qui travaillent pour des banques, pour McDo, pour UPS, pour ce qu'on veut. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que tous les lundis, il imprimait c'est un photographe de fou, hein, attention. Joel Grimes, allez voir ce qu'il fait. Il fait des portraits de malades et il imprimait un de ces très beaux portraits et il l'envoyait par courrier alors c'est quoi qu'il m'a dit? C'était le directeur de créa. Le directeur de créa de l'agence. Il dit, voilà, je m'appelle Joel Grimes. Voilà ce que je fais et j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Et pendant un mois, il envoyait une photo différente. Pas par email, surtout pas par email. Tout le secret, c'était de se faire chier à l'imprimer, à le mettre avec un courrier envoyé. Et comme ça, le directeur de créa recevait tous les lundis. Il a fait ça avec une trentaine d'agences. Ensuite, au bout d'un mois, donc, chaque directeur créa avait reçu comme ça 4 photos différentes. Il les appelle, dit voilà, vous avez peut-être reçu mes photos, j'aimerais beaucoup qu'on se voit. Et du coup, interview pour travailler. Il a décroché quand il fait une agence sur 2 s'est mis à travailler avec lui. Et du coup, il avait des contrats avec Coca-Cola, avec machin, avec truc, etc. Ce qu'on appelle la photo commerciale. Donc ça, c'est une autre technique. Moi, quand j'ai entendu l'histoire, je me suis dit, tiens, je vais appliquer ça à la presse française. Donc, je me rappelle un dimanche après-midi, il pleuvait, je me faisais chier. Il y a un petit kiosque à Neuilly-Plaisance où j'habite et j'ai acheté tous les magazines photos. Alors, c'était il y a 8 ans, c'était Réponse Photo, c'était Chasseur d'images, c'était Le Monde de la photo et d'autres que je me rappelle plus. Il y en avait 5 en tout. Et j'ai pas fait comme lui. En fait, j'ai raconté toute une histoire, comme quoi je suis un passionné de Paris, que je suis un commercial, que je rêverais d'être photographe, que le soir, tel Batman, je sors et je fais la photo. Les journalistes adorent des histoires, donc j'ai raconté un peu l'histoire de ma vie et j'ai mis une vingtaine de tirages. J'avais une imprimante Epson. J'ai envoyé ça aux 5 magazines et pour l'anecdote, ah oui, Photofan. Photofan, Photofan, c'est un magazine tous les trimestres à l'époque qui en fait sous la maison de chasseurs d'images. Ils m'ont tous publié. Et Photofan m'a mis en couverture, m'a fait 6 pages d'articles. J'ai eu tellement de presse et ça m'a pris 2 heures. Hein. Et j'ai appris la même technique, si tu veux, sauf qu'on envoyait tous les lundis. Moi, j'ai tout envoyé d'un bloc avec une histoire et j'avais mis un CD à l'époque où les CD existent en donnant l'autorisation de tirage au magazine. Et maintenant, je travaille avec beaucoup de magazines, entre autres avec le plus gros magazine d'Angleterre qui s'appelle Digital Photographer. Et le rédacteur en chef me dit, mais nous, on a tout le temps besoin de sujets. On a un magazine à sortir tous les mois. Donc, on adore quand on reçoit qu'un photographe a une histoire intéressante avec des belles photos et qui nous donne l'autorisation de tirage, on saute dessus, quoi. Et voilà, astuce sur comment être publié. Ils m'ont tous publié. Et anecdote de fou, quand j'ai fait mon visa pour immigrer aux États-Unis, l'immigration, mon avocat d'immigration m'a demandé est-ce que tu as eu de la presse sur toi et tout. Et c'est ces articles de presse un dimanche après-midi qui m'ont permis d'obtenir la carte verte. Enfin, pas la carte verte, le O1, qu'on a le visa d'artiste, et ensuite la carte verte d'artiste. Et maintenant, je fais la nationalité américaine maintenant. Tout ça parce que un dimanche après-midi, il pleuvait et j'avais pas quoi faire. Donc, il faut juste faire les choses. Il faut pas se poser des questions. Il faut juste faire les choses. Si vous n'avez pas envie d'être influenceur, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, moi, quelqu'un est passionné de portrait ou veut faire des photos commerciales, envoyez vos photos à 100 agences. Le truc, c'est la quantité que souvent les gens font une erreur. Autre anecdote sur les écrivains. Un jour, j'ai déjeuné au Festival de Cannes avec un gars dont le boulot, c'est d'acheter les droits de romans connus pour en faire des films. C'est lui qui fait l'intermédiaire, il fait des énormes films. Et donc, il travaille beaucoup avec des écrivains. Et il me racontait un truc de fou. On connaît tous l'histoire que la nana qui a fait Harry Potter, elle avait envoyé 22 manuscrits et c'est le 23e qui a dit oui, etc. Et lui, ce qu'il me racontait, il me dit, quand on a un livre d'écrit, si on veut vraiment trouver une maison d'édition, il faut envoyer minimum 80 manuscrits, à 80 maisons minimum. Et il dit souvent l'erreur que les gens font, c'est qu'ils en font 10 ou 15 et après ils laissent tomber. Et c'est souvent une histoire de nombre. Et c'est pareil dans la photo. Peu importe ce que vous voulez faire, j'ai des amis qui sont passionnés de chevaux, ils font de la photo équestre, et allez parler avec 50 centres équestres. Peu importe ce qu'on fait, il faut juste présenter votre travail. Si votre travail est pas encore au top, il y a plein de gens comme Émilie, comme moi ou comme d'autres qui peuvent vous enseigner la photo. C'est assez facile à apprendre. Et après, voilà, le plus important, c'est, comme dirait John Hallyday, c'est l'envie d'avoir envie. Et c'est aussi le rêve de Walt Disney. Walt Disney qui est allé voir plus de 300 et quelques banques pour qu'une banque accepte enfin de faire… ah oui, je sais pas ça, c'est de fou. 300 et quelques. Et il n'a jamais abandonné. Quand même, c'est juste énorme. Et j'avais une autre question aussi pour toi, c'était pour toutes les personnes qui sont vraiment obnubilées par la technique photo, technique, il faut vraiment que je fasse les plus belles photos. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aussi à ces personnes-là? Suivez-moi sur YouTube ou allez sur photoserge.fr. J'ai une formation qui s'appelle de 0 à pro et que vous pouvez acheter.
qui est super et qui vous montrera comment faire. Enfin, vraiment, ça part vraiment de zéro jusqu'à pro. C'est 15 heures de cours et qui marche très bien. J'ai très bon retour de photographes français dessus. Voilà, petite pub. Petite pub. Ding. C'est important. Et puis le marketing aussi par rapport à la technique photo. C'est-à-dire que tu mettrais combien de pourcentage de technique photo par rapport au marketing ou ce que tu veux En fait, une fois qu'on est bon photographe, qu'on maîtrise les techniques, si tu veux, ce qui est super important dans la photo, c'est de vraiment maîtriser les bases. Il y a une série de télé qui m'avait vraiment inspiré. Tu sais, ils ont fait une série sur Nat Geo sur Picasso avec Antonio Banderas dans le rôle de Picasso. Et moi, j'ai jamais été très fan des peintures de Picasso, mais je connaissais pas le personnage et j'ai regardé la série. Et il y a un truc qui m'avait choqué, c'est que je savais pas, mais Picasso, en fait, était un peintre de folie dans sa jeunesse. Il pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait faire du Monet, il pouvait faire des photos, tu sais, on dirait ce qu'on appelle des peintures photoréalistiques. C'était impressionnant. En fait, il maîtrisait vraiment ça. Mais en 1937, il décide de faire le cubisme avec, je sais plus qui, un grand peintre français très connu. Et donc, il faisait les cubes en 3D, mais en peinture à l'huile. C'est parti du feu de Dieu et en 1944, c'était l'artiste le mieux payé sur Terre. Hitler a essayé de se dire, il avait produit des milliers de peintures, etc. Il mettait une journée à faire ses peintures. D'ailleurs, ça se voyait. Mais et voilà, mais c'est devenu un phénomène de fou. Mais il savait faire n'importe quoi, Picasso. Il pouvait faire du Manet, du Monet, il pouvait faire du Van Gogh. Il maîtrisait la technique. C'est pareil dans la photo. Il faut maîtriser les bases. Il faut être capable de faire une très belle photo de ville, un très beau portrait avec flash, une photo de nature morte, une photo d'intérieur. C'est pas très compliqué, mais c'est bien de maîtriser un petit peu comme un peintre va maîtriser un petit peu la peinture à l'huile, au couteau, à l'eau, etc., quoi. C'est important de maîtriser les bases. Et donc, une fois qu'on maîtrise les bases, après, c'est que du marketing. Malheureusement, il faut faire beaucoup de marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que le marketing, c'est surtout au début. Maintenant, je fais du marketing parce que j'adore faire du tuto, mais moi, j'adore faire ça. Donc, faire des vidéos YouTube, pour moi, c'est comme aller au cinéma. C'est même mieux qu'aller au cinéma. J'adore faire ça. Je suis vraiment passionné de YouTube et j'adore faire ça. Donc, c'est pas du tout un effort pour moi. Mais donc, c'est du marketing d'une certaine manière. Mais juste, j'adore donner de la valeur dans mes vidéos et d'apprendre des trucs. Et naturellement, les gens après viennent vers moi, ils veulent acheter des choses et ils veulent faire des choses avec moi, etc. Donc, quand on donne de la valeur à des gens, les gens, tout mon modèle, 99% de ce que je fais est gratuit. Mais le pourcent qui reste me permet de vivre très correctement. Mais aussi, tu dis que maintenant, tu fais plus de marketing, mais c'est parce que tu as aussi une équipe maintenant qui est avec toi. Oui, voilà, et j'ai une équipe qui fait le marketing, exactement. J'ai toute une équipe qui envoie des newsletters, qui harcèle les gens avec des newsletters, j'ai une agence Facebook, une agence TikTok, et machin, etc. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est que je fais du contenu. Et je voyage beaucoup. Là, juste sur les mois à venir, je vais en Californie, je vais faire toute la côte californienne avec Lac Tahoe, avec Yosemite. J'ai toute une formation là. Ensuite, j'ai une conférence à faire pour Yellow Corner à Venise. Il y a un gros événement Yellow Corner à Venise le 15 avril. Après, j'ai un workshop à Venise, à Florence et en Toscane. En fait, que je fais 3 fois de suite, 3 fois le même. Ensuite, j'ai des workshops à Paris. Ils sont presque tous vendus. Et après, j'ai un workshop en Islande après. Et voilà. Et en Islande aussi, c'est presque tout est déjà prévendu presque un an en avance. Donc, voilà. Excuse-moi. Du coup, c'est quoi tes projets pour 2023? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà tout fait. Tu as déjà fait des films, tu as déjà fait tous tes rêves. Non, mais je voudrais faire beaucoup plus. J'adore réaliser des films et je voudrais vraiment, si vous pouvez aller sur timequestmovie.com et regarder, j'aimerais vraiment faire que cette série, je veux sortir ce roman. Si tu veux, c'est pas pour me la jouer, mais dans la photo, ça fait 17 ans que je fais, ça fait longtemps que je suis un des meilleurs vendeurs sur le corner, donc j'ai moins de challenge sur la photo. Et c'est vraiment le cinéma qui là où je suis nulle part, vraiment, parce que j'ai fait un film, d'accord, qui a marchouillé, le film a perdu de l'argent, enfin, c'est pas non plus la grosse réussite, quoi. Donc là, je suis débutant en cinéma, mais j'adore faire des films. Et donc, mais si tu veux, j'ai décidé de le faire en tant qu'influenceur. Je m'explique. C'est-à-dire que plus on a de followers, plus les studios. Je discute avec un producteur. Je vous donne un exemple tout con, mais il y a une série télé américaine qui se produisait et la production a exigé que le 10 premiers comédiens, ça va énerver certains, aient minimum 500 000 followers. On ne pouvait même pas jouer dans la série s'il n'y avait pas 500 000 followers. Donc,
Quand on a des millions de followers, moi, mon objectif, c'est je veux passer à 3-4 millions de followers moi aussi. Juste, on pèse plus lourd dans le jeu Si moi, je vais voir Amazon et je leur dis, voilà, j'ai 4 millions de followers sur ma chaîne YouTube américaine, est-ce la série, vous la prenez ou pas? C'est pas pareil que si, ah bah oui, j'ai 2 personnes. J'ai ma grand-mère, elle m'a promis d'aller le voir. Garanti. Mais, et là, redis-nous alors le nombre de followers que tu as sur chacun des réseaux sociaux. Donc Tu as combien? là, je suis à 650 000 sur ma chaîne américaine. Donc ça, c'est mon truc numéro 1. J'ai 125 000 sur Instagram, 200 000 sur Facebook. Et j'ai surtout une liste, c'est ça le plus important en fait. J'ai une liste de clients et de photographes à presque 400 000 personnes sur l'email. Et juste pour l'anecdote, la chose la plus importante dans un business, c'est la liste d'emails. Parce que quand je fais un cours, je sors un film, il y a une anecdote là-dessus, mais Tyler Perry et Kevin Hart, ils ont fait ça en fait. C'est 2 comédiens américains qui sont très talentueux. Quand ils ont débuté, ils ont fait beaucoup de salles et ils prenaient l'adresse email de tous les clients. Et Tyler Perry, quand il a fait son premier film, il avait 2 millions d'emails. Et il a décroché un contrat avec un studio et il a dit, voilà, moi, je vous garantis qu'il y aura X millions de gens qui vont aller voir le film. Il a envoyé plein d'emails la première semaine et il a fait son quota. Et maintenant, Tyler Perry, pour ceux qui ne savent pas, était il y a 2 ans l'acteur le mieux payé sur Terre. Non, l'artiste le mieux payé sur Terre. Il a construit un studio à Atlanta qui est plus grand que la Warner et MGM réunis. C'est un truc de fou. C'est lui qui fait tous les films de Marvel à Atlanta. Maintenant, tout est tourné à Atlanta. Il faut savoir que à cause des impôts, il n'y a plus rien qui est tourné à Hollywood, tout est à Atlanta. Et lui, il a le plus gros studio d'Atlanta. Et en fait, il a ses propres chaînes de télé et il fait tous les films Marvel, etc. en tant que producteur. Et lui-même, il est acteur, il joue dans plein de films. Et Kevin Hart a fait la même chose, en fait. Ils avaient l'adresse email des gens, c'est une adresse email, ça vaut 100 followers. Facile. Ah oui, ok, ouais. Ah, facile. Parce que même, je sais pas, un photographe, par exemple, qui a un fichier client de 100 clients et qui dit, tiens, je fais une promo spéciale, est-ce que vous avez besoin parce qu'il pense pas que tel hôtel a besoin de photos, dire, voilà, regardez, je viens de faire tel hôtel magnifique en Auvergne, si vous avez besoin de photos, contactez-moi. Boum, petit emailing et paf, 2 coups de téléphone et voilà, on a gagné sa vie pour le mois de décembre ou le mois de janvier. Donc, les emails, ça reste la plus grosse valeur d'une société, quoi. On est d'accord. Et alors, toi, tu as fait finalement que le business des professionnels. Tu n'as jamais fait les particuliers, enfin des photos pour les particuliers. Si, ça m'est arrivé, mais vraiment anecdote. On me demande souvent et je fais pas beaucoup de portraits en fait. Moi, je fais vraiment de la photo de ville. Si tu veux, je fais beaucoup de livres comme ça. Ça, c'est mon dernier livre sur New York, par exemple, que tu trouves sur Amazon. Donc, tu vois, c'est vraiment de la photo de ville. Il est magnifique, hein, d'ailleurs. Ouais, merci. Très, très beau. Et ouais, ils sont presque. Le livre a quand même été tiré. On le trouve à 40 euros. Il a été tiré à 7000 exemplaires quand même. Donc c'est pas mal. Et donc moi c'est plus ça mon truc. J'ai envie de me mettre dans le portrait, mais juste pour le plaisir. Okay. Alors, moi j'aime bien les portraits un peu chiadés avec plus les portraits Photoshop où je prends quelqu'un dans un studio puis je le mets dans un environnement un peu différent. J'aime bien faire ça. C'est plus mon délire. Ou des portraits très hardcore. J'adore le style hardcore. Je me suis pas mal entraîné à faire des portraits hardcore, mais c'est plus pour le plaisir. Je fais ma famille, des amis, mais c'est pas comme ça que je gagne ma vie. C'est vraiment avec les photos de ville et puis l'éducation est devenue énorme parce que je suis devenu. Tu vois là par exemple, je travaille pour Photoshop World. Je sais pas si tu connais. C'est Scott Kelby. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écrivain numéro 1 dans le monde de la photo. Il a écrit 88 livres sur la photographie, Photoshop, l'iPhone, etc. On trouve à la Fnac, etc. Il a été élu numéro 1 vendeur de livres dans le domaine de non-fiction 5 années consécutives. Donc, il a vendu des millions de livres. Et il a une très grosse société à 10 minutes de chez moi qui s'appelle Kelby One, où en fait, c'est un sort de Netflix des tutos. Et je fais beaucoup de choses pour eux, en fait. J'ai fait peut-être 10 ou 15 cours pour eux. On fait des événements. Bon, là, avec le Covid, on avait arrêté. Mais sinon, à Las Vegas et à Orlando, il y a une grande convention chaque année où je suis prof là-bas. Je fais beaucoup de choses avec eux. OK. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça va faire, écoute, j'ai 15 octobre 2014, j'ai emménagé à Los Angeles. Là, je suis en Floride. Je suis parti. Quand il y a eu le Covid, c'était tellement fermé. Los Angeles, je suis parti habiter en Floride parce que Floride, il n'y avait pas de masse, de contraintes. Il n'y avait pas de protocole, en fait. Ah ouais. Et il n'y a pas eu plus de cas. Hein. Donc, oui, bah oui. Les magasins n'étaient pas fermés. Voilà. Il y avait même le port du masque est devenu illégal presque ici en Floride. Enfin, il
il y a une grosse bataille aux États-Unis où il y a le gouverneur de Floride qui est hyper anti-protocole versus Los Angeles où il est hyper protocole. Et à Los Angeles, ils ont mis en faillite des millions de gens. En Floride, donc il y a 1000 business par mois qui arrivent en Floride depuis le Covid à cause de ça, quoi. Ah ouais, Des encore gens qui maintenant. ouais, le gars qui était coiffeur en Californie qui vient habiter en Floride ou qui va au Texas. C'est les deux États où voilà, qui sont beaucoup plus cléments, ils n'ont pas exigé de vaccins obligatoires, des choses comme ça dans les entreprises, alors qu'en Californie c'était le cas. Bon, moi j'ai été vacciné quand même, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Non, surtout pas. Non, pitié. Non. Mais alors, pour revenir à la photo, toi, tu me parlais beaucoup de Lightroom et là, tu m'as parlé qu'un tout petit peu de Photoshop. T'es plus Lightroom ou Photoshop? Ah, je suis beaucoup plus Lightroom. Je fais 95% de ce que je fais. En plus, Lightroom devient de plus en plus puissant avec les masques de plus en plus précis et même les outils d'effacement. Non, je vais dans Photoshop que pour changer le ciel, ce que j'essaie d'éviter de faire. Je le fais de moins en moins. Je n'aime pas ça. Mais si, je sais pas moi, l'autre jour, j'ai dû faire une photo d'un ami. Le ciel était pourri. Je voulais pas envie d'y retourner. J'ai changé le ciel. Il a adoré. Bon, voilà. Mais ou dans mes livres, par exemple, j'ai peut-être 3 photos où le ciel est changé. J'essaye et dans mon dernier sur Barcelone, une photo. Donc, j'essaie vraiment d'éviter. Mais voilà, je peux faire ça ou effacer des éléments, des voitures, des piétons, des choses comme ça. Mais en fait, au début que je faisais la photo, je faisais vachement de trucs genre HDR, super chiadé, etc. Et plus je vieillis en tant que photographe, plus j'essaye d'avoir juste le meilleur fichier RAW possible et juste de le sublimer dans Lightroom. C'est un peu mon jeu aujourd'hui. Alors, Ouais. j'appelle ça The Natural Drama. Voici mon livre sur Lightroom. Lightroom Natural Drama. Avec une magnifique photo de Oui, mon parce que moi, je me souviens quand j'avais vu tes vidéos autrefois, on voyait un petit overlay dans ces petites lampes, justement. Mais ça devait être Oui, des... non, mais je fais ça aussi. Ça m'arrive d'allumer j'aime bien faire ça, d'allumer les lampadaires avec Lightroom. Ça, c'est un truc que je fais. Mais disons que, tu sais, mon point de vue sur la photo, je suis pas journaliste, je suis un artiste. Que je mette 5 minutes ou 5 heures à retoucher une photo, ce qui compte, c'est est-ce que la photo plaît ou pas. Moi, j'ai des photos qui cartonnent en galerie où j'ai fait 0 retouche et j'ai d'autres qui cartonnent en galerie où j'ai passé 10 heures de retouche. Donc, ça, pour moi, c'est un faux débat parce que à partir du moment, c'est quoi la réalité? À partir du moment où tu mets un grand angle et que tout est déformé, c'est pas la réalité. À partir du moment où tu mets un filtre ND et que tu fais des expositions de 20 secondes et que tu as le ciel, tu as l'eau qui est complètement vaporeuse et puis t'as les nuages qui sont étirés, c'est pas la réalité. Tu prends un portrait d'une très jolie fille et tu es à 1.4 et tu as un bokeh de fou à moins d'avoir des problèmes oculaires, c'est pas la réalité. Donc, que tu altères la réalité avec un filtre, un objectif ou un logiciel, tu altères la réalité. C'est une expression artistique. Après, c'est vrai qu'en vieillissant, j'essaie de faire de moins en moins de retouches. Parce que c'est le challenge, c'est comme la pêche, quoi. On retourne sur le lieu over and over and over jusqu'à qu'on ait la photo parfaite avec le ciel parfait. J'ai une petite fierté comme ça. Mais s'il y a besoin, si je suis pressé et qu'il faut changer de ciel, je n'ai aucune culpabilité. Et tu as bien raison. Et tu parlais aussi que ça te plaisait aussi de faire des portraits en studio avec un peu plus de photomontage. Ouais, alors je fais 2 styles, soit du hardcore pur et dur, j'adore ça, noir et blanc un peu ancien, soit je prends quelqu'un en photo et je change le fond avec des fonds, soit des photos que j'ai fait, ou même carrément parce que je suis passionné de 3D. Il y a un logiciel gratuit que j'adore qui s'appelle Unreal Engine, qui est super simple à prendre. D'ailleurs, j'ai fait une formation en français dessus. Tout est gratuit. Tapez Serge Ramelli Unreal Engine sur YouTube. C'est une formation d'1 heure et ça permet de créer des univers incroyables. On peut faire des photos et je pense qu'il y a vraiment un avenir là-dedans, un mélange en fait de 3D et de photos. J'ai envie de faire ça. Mais c'est plus pour le fun qu'autre chose, quoi. Personne ne Et, m'a payé pour ça. et en parlant de tout ce qui est logiciel, le AI, ça te parle ou pas? À fond, moi je suis à fond. Là, je viens de faire une vidéo sur Midjourney. Oh, j'adore. C'est incroyable. J'ai créé plein de trucs avec Midjourney, mais c'est génial. Moi, je trouve Oui, je crois ça. que c'est un puissant fond. Je pense que tu te fais absorber par Midjourney. Je voulais le faire, mais je me suis dit, je sens que je vais me faire happer et ne plus jamais en ressortir. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Tu vois, par exemple, pour quand je négocie, mais ça, c'est un truc de fou. Faut pas le dire à Amazon, mais quand je vais voir Amazon, j'ai fait un livre de toute la série télé que je vais faire et tout est fait avec Midjourney. C'est-à-dire que sur Midjourney, tu dis, voilà, il y a un couple qui est dans une cave avec un rayon lumineux qui tombe et il se fait la cave en une minute là. Mais d'une qualité comme si tu avais pris un des plus grands graphistes de la Terre. Donc, du coup, moi, je me pointe chez Amazon, si tu veux, avec genre 20 ce qu'on appelle des mood boards. Mais les mecs, ils se disent, mais il a fait appel à l'équipe de George Lucas, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et tout de suite, tu pèses dans la balance, quoi.
Donc, tu vois, pour ce genre de choses, c'est pratique, quoi. Pour faire des storyboards ou des moodboards, c'est incroyable. C'est clair. Bon, bah, c'est cool. Mais en tout cas, c'était chouette cette interview-là. Je suis sûre qu'on pourrait parler encore des heures et des heures. Et Oui, d'ailleurs, bah, ça je ne veux pas pourrait. t'embêter. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup. Ah J'espère ben que non, je t'ai mais pas. ne sois pas désolé. J'ai bu tes paroles. C'était juste énorme, fantastique. Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être en dernier petit mot à ton petit Serge enfant? Et après, tu diras toi. Si tu avais ton Bah, petit en Serge fait, enfant. ce que je voudrais dire, c'est que mon plus gros problème dans la vie, et je pense que beaucoup d'artistes ont ça, c'est que je ne croyais pas en moi. Si j'avais su que ça marcherait aussi bien, j'aurais commencé plus tôt. J'ai 53 ans, mais des fois, je fais des rêves où dans les années 80, je fais de la photo quand j'avais 20 ans dans Paris, tu vois, avec tu vois, des vieilles caméras en film et tout. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ce que je fais aujourd'hui et je m'y suis pris quand même franchement trop tard. C'est pas que j'ai des regrets, mais tu vois, je sais pas, imagine, tu veux être actrice et puis tu cartonnes 10 ans plus tard, tu es une super actrice, tu es reconnue, etc. Mais tu as mis 10 ans à le faire. Voilà, croyez en vous le plus tôt possible. N'attendez pas comme moi 40 ans, s'il vous plaît. C'est une perte de temps. Juste faut le faire. En fait, ce que j'ai remarqué, la vie, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de faire. C'est Will Smith, il disait, le talent, moi, je crois pas beaucoup, je crois beaucoup au travail. Il faut juste le faire. Vous posez pas de questions, faites-le et le talent arrivera c'est en faisant que le talent arrive pas. Ça me fait arriver forcément une nouvelle question qui Bon. peut-être dit à toutes les personnes que c'est pas tombé non plus que de la chance et que tu as eu derrière énormément de travail. On est d'accord? Ah bah oui, non mais ça je suis très travailleur. Mais si tu veux, pour moi, c'est pas du travail parce que tu me dis oui, tu dois faire un tuto sur comment faire des photos de coucher de soleil, mais on y va, c'est génial comme truc. Ce que je fais aujourd'hui, c'est moi j'ai pas l'impression de travailler du tout et parce que je prends un tel plaisir à faire ça, mais je le fais. Donc moi il y avait un truc qui m'avait vraiment marqué quand Steve Jobs avait fait son tout briefing, tu sais, à Oxford ou je sais pas quoi, où il avait dit euh, don't settle. Ne vous mettez pas dans un job qui vous plaît pas. Continuez à chercher ce que vous aimez vraiment faire et quand vous l'avez trouvé, faites-le. Il dit parce que quand on travaille dans ce qu'on aime, on aura l'énergie de passer à travers les difficultés. Moi, ça me dérange pas que j'ai 10 studios qui me disent non sur mon film, j'irai en y voir un 11e parce que moi, j'y crois. Et j'ai vu une vidéo super drôle sur Eddie Murphy où Eddie Murphy dit un truc que j'ai trouvé absolument génial. Pourtant, c'est pas il est plutôt corrosif comme il y a l'habitude, mais là, j'ai trouvé ça très inspirant. Il dit, vous voyez à la télé des fois des films comme genre l'attaque des tornades de requins, tu vois, des films super bizarres. Il dit, ça s'est fait parce qu'il y a un gars qui croyait dans l'attaque des tornades de requins et il n'a pas lâché l'affaire et ça s'est fait. Il dit juste, peu importe l'idée, juste faites-le, juste faites-le. Et souvent, 90% des gens qui ont du mal avec ça, c'est soit des gens qui savent pas quoi faire dans la vie. Je crois que ça, c'est le pire. Je crois que le pire des malheurs, c'est d'avoir aucune ambition ou aucun rêve. C'est la pire des choses. J'ai des amis comme ça, ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils ont pas de passion, ils ont rien. Mais si vous avez la chance d'avoir une passion, faites-le. Parce que la passion vous donnera l'énergie pour, euh, pour pouvoir trouver des solutions pour en vivre. Et trouver vite une solution pour en vivre. Parce que dès qu'on peut en vivre, bah, du coup, on peut le faire plus. C'est ça l'astuce. Donc, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent avec sa passion. Ça peut être de faire des tutos, ça peut être de, Moi, la photo d'intérieur, c'était pas ma passion, mais c'était quand même beaucoup plus sympa que de faire vendeur. C'était quand même plus proche de ma passion. Donc, Ouais. voilà. Il faut monétiser sa passion parce qu'on a un loyer à payer chaque mois. Et si on monétise pas sa passion, bah, on va être pris par ses engagements financiers, on va laisser tomber ses rêves et ses ambitions. Et ce qui donne de l'énergie à un être, c'est ses rêves et ses ambitions. C'est le moteur, c'est l'énergie, c'est la pile, c'est la batterie de la vie, c'est les rêves et les ambitions. Tant que vous avez des rêves et des ambitions, vous avez l'énergie. Si on vous enlève vos rêves et vos ambitions, vous n'avez plus rien. Et on est d'accord que le plus important, c'est le mindset, justement, et tu l'as dit, l'énergie, les deux vont ensemble, Exactement. la motivation, et après, la technique photo, et ensuite le À marketing. 100%. Et même, je dirais même, le marketing avant la technique photo. T'es d'accord? Ah oui, le marketing, de toute façon, c'est vital. Il faut se faire connaître parce qu'on peut être l'histoire de Van Gogh est super triste quand même. Le mec, il est mort dans la misère alors que c'est le plus grand. Certains disent que c'est le plus grand peintre de tous les temps. Donc, juste, il a pas su. Quelqu'un des générations après ont su faire le marketing pour lui. Donc, non, il faut apprendre le marketing très tôt. C'est ce que je dis. Il faut monétiser parce que dites-vous, si vous voulez vraiment vivre de la photo, il faut que vous trouver un moyen de gagner votre argent avec la photo. Comme ça, du coup, vous pouvez le faire. Oui, et puis leur dire vraiment,
de tout faire pour se rendre visible. Et puis, si vous n'êtes pas visible, en gros, faire les appels téléphoniques. Enfin bref, trouver des moyens, être dans l'action et pas attendre que les clients tombent juste en faisant des vidéos un petit peu sur YouTube. Parce que oui, il faut en faire. Et oui, il faut être présent, mais pas que. Pas que, exactement. Et alors, oui. Moi, un jour, j'avais envie de faire un t-shirt où il y a marqué « Il n'y a pas de mauvais plans de marketing, il n'y a que des plans pas faits ». Les échecs dans le marketing, c'est les gens qui n'ont pas fait de marketing, dans 90% des cas. N'importe quel type de marketing, au final, fonctionne si on le fait. On peut s'y prendre mal, mais il faut sortir, il faut parler, il faut y aller, il faut parler avec des gens, il faut serrer des mains, voilà. J'ai un ami, Charlie Simon, il vit à Marbella, il gagne 20 à 30 000 euros par mois en tant que photographe. Il travaille avec tous les architectes de Marbella. Et il me disait, tout ce que j'ai fait pendant 6 mois, c'est donner 10 cartes de visite par jour. Il me dit, il m'a raconté une anecdote. Il me dit, si on t'avait dit que si tu donnais 10 cartes de visite par jour, tu gagnerais 20 000 euros par mois, est-ce que tu le ferais? Il dit, ouais, ben voilà. Voilà le boulot. Tu donnes 10 cartes de visite par jour. Lui, il donnait des cartes de visite. L'autre, il faisait des trucs. David, il allait avec ses iPads. Moi, je fais des vidéos. Peu importe le moyen. Faites quelque chose d'artistique et montrez-le autour de vous. Et surtout en nombre, c'est ça. Plus vous le ferez en nombre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre avant de dire qu'on laisse tomber, quoi. C'est ça. Eh ben, c'est chouette. Merci, mon cher Serge. Et alors, qu'est-ce que tu dirais au petit enfant, au petit Serge? Ah oui, tu l'as dit un petit peu avant, mais alors là, c'est de croire en soi, quoi, de croire en soi, de pas penser que ses rêves sont inatteignables et que c'est la seule raison d'ailleurs. La seule et unique raison pourquoi à 20 ans, je suis devenu commercial, j'ai fait au moins 5 boîtes entre 20 et 25 ans pour travailler pour mon frère. C'est parce que j'y croyais pas une seconde. Si j'avais su que ça marcherait, ne serait-ce qu'un 10% de comment ça marche aujourd'hui, mais jamais de la vie, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vendu le Lido à des agences de voyage et j'ai fait des trucs, mais j'étais serveur de café, rien contre les serveurs de café, mais c'était pas mon truc, quoi. J'étais très mauvais serveur de café. Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi de l'univers? Parce que finalement, tu dis qu'en gros, tu as eu un bol de malade, tu as parlé d'univers. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois au hasard? Non, je crois, tu sais, tu connais le film Le Secret, je crois à la force des décisions. C'est-à-dire que je pense que quand on décide quelque chose, il se passe quelque chose qui fait que l'univers le renvoie. Je suis très spirituel sur plein d'autres sujets et je pense vraiment que quand on a simplement décidé de faire quelque chose, qu'il y a des choses qui arrivent. Parce que c'est quand même, j'ai eu trop de coups de chance pour dire que c'est du hasard. Voilà, que je vais pas raconter les coups de chance, mais et si tu veux, je pense que le point de causativité d'une personne, c'est dans sa décision. Et les gens qui n'ont pas ces coups de chance, c'est les gens qui n'ont pas décidé. Ils aimeraient bien. Il y a un fossé énorme entre j'aimerais et je fais. Et c'est principalement, si vous devez retenir un seul truc, aujourd'hui, c'est ça. Clairement. Et comme on est en début d'année 2023, je propose même à tout le monde d'écrire une lettre au présent de tout ce qu'ils vont accomplir pour cette année 2023, comme si c'était déjà fait. Et c'est comme ça que, justement, les choses se font. Ça, c'est une technique extraordinaire. J'ai un ami que je suis qui s'appelle Grant Cardone, qui est un milliardaire. Il est super connu aux États-Unis. Enfin, c'est devenu le plus gros coach de vendeurs au monde. Milliardaire, mais un truc de fou, quoi. Il raconte ça. Il marque. Alors lui, il a un carnet où il marque tous ses rêves, mais comme si c'était déjà fait. C'est ça. Je suis milliardaire, j'ai 4000 appartements, je suis à la tête d'une société de 3000 personnes, même si c'est pas vrai. Et ça marche de feu de Dieu. Parce que l'univers se plie aux rêves et aux décisions des gens. Par contre, l'univers, il tape dans la gueule bien quand vous êtes sur des peut-être, quoi. Faut pas être sur des peut-être. Les peut-être, c'est vraiment la pire des choses. Moi, pendant 5 ans, je le fais, je le fais pas, j'ai envie de faire la photo, est-ce que je le fais, je le fais pas, j'en dormais pas la nuit, je prenais la tête avec ma femme, est-ce que je devrais faire? J'étais insupportable. Mais tu sais qu'en même temps, tu dis, je regrette, enfin, en même temps, c'est pas vraiment des regrets, mais tu dis que j'aurais pu faire ça beaucoup plus tôt. Mais si tu l'avais fait plus tôt, tu serais pas passé par ces étapes-là et tout a une raison à chaque moment. Ouais, mais si tu veux, moi, je crois beaucoup à la réincarnation et je pense que si j'ai une autre vie, je commencerai plus tôt. Si ça t'embête pas, hein. C'est génial, j'adore. Non, mais j'en regrette pas, mais si tu veux, quand je vois des jeunes, moi, j'adore discuter avec des jeunes de 20 ans qui veulent être comédiens ou qui veulent faire ci, puis je vois bien le doute dans leur œil, oui.
Je dis, mais fonce, vas-y, fonce, te pose pas de questions, te pose pas si tu as le talent, si tu es assez beau, si t'es juste fais-le, tu verras. Je veux dire, le top 10 des acteurs français depuis un siècle, c'est pas des canons de beauté. C'est des gens qui avaient du talent, c'est des gens qui ont été, quoi. De Funès, Pourville, Fernandel, José Garcia, enfin, il y a plein de gens, Clovis Cornillac, c'est pas des mannequins, mais c'est des gens qui ont un talent et c'est des gens qui font les choses. Tu sais, je pense que c'est ce que tu as dit, c'est le mindset, c'est penser que c'est possible et décider de le faire et de penser que c'est possible. Moi, je crois en moi. Je crois que je peux y arriver. Je crois que cette série, je vais arriver à la vendre. Je le crois. Bah, d'ailleurs, tu vas le marquer au présent. On est d'accord. Voilà, j'ai vendu la série. Voilà. C'est magnifique. Voilà, Netflix vient de l'acheter, merveilleux. Et je te réinterview. Et là, on parle de toutes nos évolutions, toi et moi. Voilà. Pas de souci. Et très bien. Et toi, Émilie, je suis un peu curieux. Donc, tu t'enseignes surtout justement le mindset ou le fait de se vendre en tant que photographe. C'est un peu le thème de ta chaîne, non? Oui, exactement. Alors, moi, j'ai commencé plus comme photographe plus pour les particuliers, pour les grossesses, les nouveau-nés, parce Ça que va. souvent les femmes commencent là-dedans en tant que photographe. Et puis petit à petit, je suis devenue formatrice et mon mari est coach en développement personnel. Et donc toutes les deux, on a voulu assembler nos deux spécialités. Et donc du coup, on enseigne ça. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à enseigner tout ce qui est mindset et leur dire, en fait, tout se passe dans la tête. Ou ok, tu veux être le meilleur dans la technique, etc. Mais va au-delà de ça, lance-toi, go, vas-y. Et c'est là-dedans qu'on travaille beaucoup. Et Ah, c'est un super. vrai plaisir de voir les C'est gens qui se génial. transforment petit à petit, qui étaient très timides et puis que du coup, ils explosent. Et à Hmm. la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, parce que finalement, nos métiers sont très liés. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bah, en tout cas, c'est super. Bah, en tout cas, merci de m'accueillir. Ben, c'est moi qui te remercie énormément. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis alors, à tout bientôt quand À tout tu auras bientôt. réalisé très vite cette série. Ok, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.